Bonsoir à tous. Des visages connus, un peu moins connus, et puis des nouveaux venus, mais vous êtes tous bienvenus. Et je disais juste à Nicolas et à Cédric, c'est toujours un plaisir pour moi de retrouver qui est là et de faire de nouvelles connaissances pour se poser, se déposer et puis regarder, explorer un sujet autrement que dans l'action et dans la précipitation, comme on a souvent tendance à aborder les choses quand on est rattrapé par le quotidien. Et le thème de ce soir qu'on partage avec Hervé, mais tout le monde est invité à intervenir, c'est le thème du bonheur. Alors c'est presque un gros mot, en tout cas c'est un mot très très lourd de d'espoir, d'attente, de projection. Et j'ai juste envie de vous poser une petite question. Vous pouvez lever le doigt comme ça si c'est oui ou comme ça si c'est non. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous ce soir qui serait partant pour être un peu plus malheureux demain? Alors moi, ce que je vois quand je pose la question ou quand je parle du bonheur, je n'ai encore jamais rencontré personne qui m'ait dit oh, moi je suis quand même un peu trop heureux, franchement trop, c'est trop, il m'en faudrait un peu moins, ça irait bien. Au point que je suis arrivée à pas la conclusion, mais à l'impression que c'est le dénominateur commun de la condition humaine. On cherche tous à être heureux. Et on s'y prend de manière assez diverse, mais là aussi, dans mes explorations, j'ai cru identifier deux ponts pour arriver, deux voies d'accès. La première n'est pas par ordre d'importance ni par ordre de rien du tout, juste parce que je ne peux pas parler des deux en même temps. Ça serait la voie de l'introspection, où on se dit, mais quand je saurai qui je serai enfin heureux. Quand je saurai si je suis plutôt quelqu'un d'introverti, d'extraverti, d'entreprenant, qui aime créer, quand je saurai vraiment qui je serai plein, je serai complet. Et maintenant que je le dis, je serai plein, c'est comme j'atteindrai la plénitude. C'est une voie, répondre à cette question, qui suis-je pour enfin être les deux pieds dans le bonheur? Et puis, il y a l'autre voie qui est la voie de l'action et qui dit, voilà, ben, quand j'aurai ma maison, quand j'aurai ma famille, quand j'aurai des enfants, quand j'aurai une carrière professionnelle qui me permette de m'exprimer, d'avoir un but dans la vie, de prospérer, de contribuer, alors là, je serai heureux. Et là aussi, on construit, on apprend des choses, on ajoute des choses. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais si le dénominateur commun de l'humanité, c'est d'être heureux, sachant qu'on ne peut avoir envie de rien qui ne soit une option, une possibilité, petit à petit, il m'est venu l'idée que ça devait être quelque chose en nous, quelque chose qui était déjà là. Parce que si c'était vraiment à l'extérieur, ben, il y en aurait qui l'auraient trouvé. Il y aurait une recette, comme pour un gâteau. On mélange d'abord ça, et on y est. Mais il y a ceux qui disent que c'est en faisant ça, ils ont une recette, puis il y en a une autre, mais il n'y en a aucune qui va pour tout le monde. Si le bonheur, c'était quelque chose d'intérieur, un sentiment, et quelque part, il y a quelque chose qui nous fait penser qu'il y a peut-être du vrai là-dedans. Parce que
moi, ce que je remarque, c'est que quelquefois, je fais des choses qui me plaisent et quand j'atteins le but, ben, je suis contente, mais quelque part, le sentiment de joie que je ressens n'est pas proportionnel à l'effort que j'y ai mis et les espoirs que j'attendais. Et je me dis, non, tout ça pour ça. Et d'autres cas, comme quelque chose que j'ai cité à maintes reprises, et donc je ne vais pas forcément reciter en détail ce soir, mais qui m'avait tellement impacté, d'avoir été avec quelqu'un qui était dans l'urgence et au bord du suicide, donc il s'agissait de vie ou de mort. Et là, a posteriori, être choquée par l'état de plénitude dans lequel j'avais été pendant ce moment de détresse absolue. Et là, la tête dit non, mais alors là, ça, c'est pas possible. Dans une situation comme ça, c'est pas normal. Mais c'est en explorant et en observant toutes ces situations que je vois qu'il y a un fossé. Il y a un fossé entre les circonstances dans lesquelles je fais l'expérience du bonheur et le sentiment du bonheur. C'est comme si j'étais le contenant et pas le contenu de ce qu'il y a dedans. Quel que soit le contenu, je peux être bien ou je peux être pas bien. Mais quelque part, il n'y a pas vraiment de lien entre ce qu'il y a dans mon contenant et le sentiment que je ressens. Et ce vers quoi ça m'amène, c'est qu'à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Eh ben, il y a notre cœur. Et c'est ce qu'on associe souvent au bonheur. On fait tout souvent un signe de cœur. Et c'est cet endroit qui est à la fois vulnérable et sensible, et à la fois qui a une puissance incroyable. C'est avec notre cœur qu'on embarque, c'est avec notre cœur qu'on tombe amoureux, c'est avec notre cœur qu'on touche, c'est avec notre cœur que ça pulse. C'est une sorte de joyau qui est là et qui brille tout le temps et qui est toujours là, mais que quand on le recouvre avec toutes nos attentes, nos espoirs, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on construit, ben on le masque au point d'arriver d'oublier qu'il est toujours là. Et j'aimerais qu'on ait la possibilité d'échanger, donc je vais passer la parole à Hervé. La seule image sur laquelle je voulais terminer, c'est un et si on était un miroir? On a tendance dans le miroir à se regarder et à croire qu'on se voit soi, on est l'image, alors qu'on est ce qu'on pense de cette image. Puis on devient prisonnier de l'image. On est toujours en train d'essayer de trouver une image sympa, une image belle, une image qui nous console, une image qui nous rend radieux. Mais quand on se rend compte qu'on est le miroir lui-même, quelle que soit l'image qui passe, elle est la bienvenue et aucune image n'a le pouvoir d'abîmer le miroir. Aucune. Et c'est en réalisant le miroir qu'on est qui est en mesure de refléter tout ce qu'on peut imaginer sans être endommagé, qu'on peut laisser tomber toutes les armures, toutes les choses qui ont recouvert notre cœur pour nous protéger quand on croyait qu'il y avait un danger et qu'il nous fallait un bouclier. Et c'est là qu'on commence à faire corps avec notre cœur et à être plus ou moins tout le temps les pieds dans le bonheur. Donc c'est un thème que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui parce que
comme je l'ai dit au tout début, ben, je connais personne qui essaye d'être plus malheureux. Donc, j'imagine, et si je me trompe, ben, dites-le moi, que vous aussi, vous aimeriez être heureux tout le temps et encore plus heureux et que vous n'en avez jamais assez, comme tout le monde. Je ne sais pas si Hervé peut Non. réagir maintenant. Est-ce que vous m'entendez? Très Oui. bien. Je viens de rebrancher tout mon ordinateur, ma vidéo à Toulon, mais je vois que ma vidéo, ça y est, ça a recommencé. Ça coupe et ça revient, donc j'espère que ça ne va pas gâcher complètement l'expérience. On verra combien de temps ça dure. Ça coupe et après je reviens. Donc, on avait déjà eu une session il y a 1 an ou 1 an et demi ensemble sur le bonheur. C'était peut-être un nom un petit peu différent, je ne me rappelle plus exactement, qui était assez touchante. Et je me suis dit qu'on pourrait toucher certains des mêmes thèmes là. Et j'avais commencé en tout cas par une petite... oh là là. Vous m'entendez quand même? Hop. J'avais commencé par un certain nombre de citations. L'une d'elles, c'était une citation chinoise. Paix et tranquillité, voilà la recette du bonheur. Voilà le bonheur. Et ce que je me suis dit, c'est que ça reflète bien aussi la partie des 3 principes qui parlent le chemin du bonheur étant une tête vide, sans penser, en étant dans le moment présent, on commence à toucher du doigt cet espace où on a cette sensation qui s'installe, parce que le bonheur dans notre société actuelle, bon, déjà le bonheur, c'est une nominalisation. J'avais eu du mal à le dire aussi, déjà la dernière fois. Ça veut dire qu'on en fait un nom, quelque chose d'extérieur. Donc je préfère de loin être heureux que le chemin du bonheur. C'est une sensation, hop, ça coupe encore, c'est quelque chose d'interne. Et le chemin du bonheur, c'est un chemin vers soi-même, vers cet espace où où on a une sensation qui est une sensation extraordinaire, qui est paisible, qui est calme. Ça va à l'encontre aussi de ce qu'on voit où les gens essayent d'être fous de bonheur. C'est quelque chose qui est très fort en fait, et c'est pas comme ça que ça se passe. On a des moments où on est très très excité, on est plein de joie, etc. Mais c'est pas ce même bonheur que le bonheur calme qu'on décrit dans les 3 principes. Il y a un calme beaucoup plus paisible, mais qui a une intensité en fait qui est plus forte que ce fou de bonheur. Fou de bonheur, c'est souvent quand on obtient quelque chose qu'on a cherché dans notre vie, ou où on a un plaisir extraordinaire qui arrive et qui est de courte durée. La personne qui t'achète une nouvelle Ferrari, boum, et puis 1 mois après, il est comme il était avant, et la Ferrari n'a plus grande importance. Donc, ce qui est important pour moi, c'est de dénominaliser le bonheur. C'est donc une sensation, ce bonheur, cette sensation de joie qu'on a et qu'on recherche, cette paix intérieure et cet espace qu'on touche du doigt. Ça veut dire que c'est pas intellectuel. Donc, dès qu'on part dans l'intellect, c'est pas le chemin du bonheur. C'est au contraire avec une tête vide qu'on commence à toucher cet espace où ça commence à être, on commence à toucher du doigt cette sensation qu'on connaît et qui est très agréable. Et la plupart du temps, on peut utiliser la pensée pour s'orienter vers ça. On est obligé, on est toujours en train de penser, mais derrière, c'est
dès qu'on a touché ça du doigt, on peut être complètement dans le moment présent avec une tête vide et rester dans cette sensation. Ce que disait Sydney Banks, c'est quand on arrive dans cette sensation, si on a un processus intellectuel qui a aidé à arriver là-bas, ce processus, il faut le jeter. Il parlait d'écouter les gens qui écoutaient des cassettes dans la voiture de Sid Banks. Il disait, à partir du moment où vous touchez cet endroit-là, prenez la cassette, vous l'achetez par la fenêtre, parce que c'est la sensation sur laquelle il faut rester. Donc, c'est une émotion et ça ne peut pas être intellectuel. Et dès qu'on commence à partir sur de l'intellectuel vers le bonheur, on se trompe. On se trompe parce que ce n'est pas ça le chemin. Le chemin, c'est vraiment de laisser partir tout le bruit dans notre tête, toucher cet espace qui est un espace de conscience élevée et vous, la sensation, elle arrive. Quand cette sensation, elle est là, hop, il faut rester là-dessus. Alors, on avait aussi parlé la dernière fois du bonheur en différé. C'est « je serai heureux quand », tu en parlais un tout petit peu avant, Isabelle. « Je serai heureux quand ». Et la plupart des gens ont cette checklist dans leur tête. Je serai heureux quand j'aurai assez d'argent. Je serai heureux quand j'aurai trouvé la femme de ma vie. Je serai heureux quand j'aurai un job qui soit stimulant et qui me fait évoluer dans le bon chemin. Alors déjà, il y a la partie différée, à savoir je serai heureux quand, c'est-à-dire qu'on place notre bonheur dans le futur. Et le futur, ça n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est maintenant. Le bonheur, c'est maintenant. Cette sensation de plénitude, on ne peut l'obtenir que maintenant dans le moment présent. Donc en fait, on met des choses comme ça, un certain nombre de conditions à notre bonheur, qu'on ne touchera jamais. Ça, c'est la première chose. On le met dans le futur et le bonheur, c'est maintenant. Et toutes ces checklists, qui sont des checklists intellectuelles, hein, toutes ces conditions, c'est du construit dans notre tête. Je serai heureux quand j'aurai un amant qui saura me respecter, quand mes enfants vont finir leurs études. Toutes ces conditions du bonheur nous empêchent de toucher cet endroit. Bon, déjà, c'est construit. C'est pas là que ça se passe. Hein. C'est dans la sensation que ça va se passer avec notre tête vide. Mais en plus, on a construit des choses qui nous empêchent de toucher cet endroit parce qu'on le place dans le futur. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Le bonheur, c'est une émotion. Ça n'a rien d'intellectuel, c'est une sensation. Maintenant, il y a des gens... Il y a deux choses. Il y a des gens qui opposent être heureux avec être malheureux. Ça veut dire être heureux, c'est ne pas être malheureux, ne pas avoir toutes ces choses qui nous tirent vers le bas. Ça aussi, c'est une incompréhension. Et c'est une question qui est assez intéressante qu'Isabelle touchait là. C'est est-ce qu'on peut être heureux quand toutes les circonstances vont dans le sens inverse? Et elle parlait de ça en disant, hop, tu étais dans une salle avec une personne qui allait suicider, c'était absolument terrible, et toi, tu avais ce sentiment de plénitude. Alors, c'est aussi un frein au bonheur de se dire, il y a des circonstances dans lesquelles je ne peux pas être heureux. Je vais à un enterrement, je ne peux pas être heureux. J'ai ma meilleure amie qui souffre, je ne peux pas être heureux. Mais en fait, cette sensation de plénitude, quand on touche, quand on commence à se baigner dans ce champ de conscience qui est un champ on est en plein dans le flot de cette intelligence universelle, de cette sagesse naturelle qui arrive, là, on est beaucoup plus apte. Hop, ça recoupe. Pardon. On est beaucoup plus apte à répondre aux circonstances extérieures parce qu'on est guidé par cette sagesse naturelle qui nous guide. Alors, une des choses, c'est que le bonheur est toujours accessible. On n'a pas l'impression qu'on peut toucher
cet espace. Mais c'est toujours là, et avec une tête vide comme chemin d'entrée, c'est-à-dire quand on commence à vraiment calmer tout ça, on va aussi au rythme de la vie. Nos processus intellectuels se ralentissent si on est au même rythme que la vie, au lieu d'être à 200 km/h dans notre tête. On peut toucher ça. Un de mes chemins personnels vers le bonheur, c'est de cultiver l'émerveillement. Et ça, on parle souvent des enfants, du wow qu'ils ont devant l'inconnu. On a une session sur l'inconnu. Ce wow, c'est pour moi un des chemins vers le bonheur. Alors, une petite expérience qu'on avait faite la dernière fois, et que je pense que c'est une expérience intéressante à faire avant qu'on ouvre le débat, c'était de se calmer un petit peu, d'être un petit peu dans le silence, et chacun de nous de penser, réfléchir, de retrouver un ou deux ou trois moments où on était complètement dans le bonheur. Et en faisant ça, on peut toucher cet espace, parce qu'ils ont tous ça en commun, c'est l'espace de plénitude qu'on obtient juste en se replaçant dans ces moments-là. Et je pense que c'est intelligent de tester ça, de faire ça pendant une petite minute. Voilà. Pour moi, c'est très, très, très bien marché. Je suis bien, bien parti, et j'avais le sourire qui grimpait, qui grimpait, qui grimpait. Et je pense que c'est un bon moment pour commencer à partager ce que vous avez senti, et de voir qu'en fait, cet espace, il est toujours là, et il est accessible très facilement, quelles que soient les circonstances extérieures. Cédric, Nicolas, Jasmine, Martine, Jennifer. On est baigné dans le bonheur, dans la béatitude. On en a perdu la voix. Je pense que Nicolas parlait, mais il est sur mute, qu'on t'a pas entendu, Nicolas. Non, je commentais simplement que Hervé bug de nouveau, mais c'est pas grave. Non, non, mais oui, moi, en fait, un des premiers trucs qui m'est venu, c'est on a des chiens à la maison, et bah, tous les matins, en fait, ils ont leur petit rituel pour nous réveiller, et ils font les trucs, ils se roulent sur le dos, ils font plein de trucs, et ça,
à chaque fois, c'est toujours des moments de bonheur qui viennent parce que c'est des petits moments, c'est pas de l'euphorie, comme en fait, c'est pas des moments de tout de bonheur, mais c'est des petits moments comme ça qui sont pratiquement quotidiens, quoi. C'est bien de les reconnaître. Oui, c'est bien de un peu démystifier le bonheur parce que ce qui souvent se met en travers, c'est les attentes. On imagine que le bonheur, c'est quelque chose de tellement grand, de tellement lumineux, de tellement brillant qu'on s'attend à avoir des paillettes plein les yeux sans arrêt. Et du coup, on est à la recherche d'autre chose, on n'est plus dans l'émerveillement, on n'est plus dans l'instant présent. Et c'est là qu'il est et on passe à côté. Et effectivement, un chien qui vient le matin, qui nous lèche le visage, ça peut être un moment d'éblouissement si on est dans l'instant présent. Mais comme disait Hervé, être avec quelqu'un qui risque de commettre l'irréparable dans le moment présent, c'est aussi éblouissant. Ce ne sont pas les circonstances qui nous touchent, mais c'est notre présence à qui on est. Qui se lance. Sans pression, sans obligation. Et ce que je pensais maintenant, quand j'ai parlé des deux chemins pour arriver au bonheur, le chemin de la question qu'explore Liv Brunet, d'ailleurs, qui est un très, très beau podcast que je vous conseille de regarder si vous ne le connaissez pas encore, l'éveil en douce. Donc, répondre à la question de qui on est et ou sinon trouver ce qui nous porte dans les actions. C'est un peu comme si la sérénité donnait la main à... C'est comme s'il y avait deux choses qui se donnaient la main, en fait. D'un côté, la sérénité, de l'autre côté, la pleine présence. D'un côté, la conscience, de l'autre côté, effectivement, la pleine présence. Et quand tout ça est réuni, on se retrouve entier, sans fissure, sans blessure, et plein, dans la plénitude. Je veux bien, j'ai deux choses que j'aimerais partager. En rentrant tout à l'heure du jardinage, j'étais dans le flot de mon activité du matin. J'étais dans la cuisine et là, mes yeux sont tombés sur une aubergine un peu striée, donc violet et blanc, sur une assiette que j'avais fait, mais qui n'est pas très belle, mais qui encadrait complètement l'aubergine, juste avec la couleur qu'il fallait. Tout ça posé sur une autre assiette, pas très belle non plus, mais qui servait de cadre. Et tout de suite, j'ai été happée par les belles couleurs et j'ai tout de suite été très heureuse, dans un état de bonheur absolu. Mais donc le bonheur, pour moi, c'est des petits flashs très quotidiens. Mais j'aime bien l'idée des chiens, du rituel des chiens. Si, ça, c'est vraiment sympa de les imaginer se rouler sur le dos et faire rouler les mécaniques un peu de joie. Ça, c'est tellement sympa. L'autre expérience que j'avais envie de partager, si personne lève la main, c'est que, ah oui, c'est une expérience de bonheur que j'ai vécue il y a vraiment maintenant 35 ans. C'était dans un moment de vie extrêmement dur parce que mon mari souffrait
d'une allergie extrêmement impressionnante ou ce qui s'appelle l'œdème de l'œdème de Cuick. Et à 3 heures du matin, il fallait appeler le médecin à l'époque pour avoir une piqûre de cortisone en pleine nuit. Les enfants étaient réveillés. Et dans le drame familial que ça représentait et le souci de l'anxiété on me l'a nommé récemment, l'anxiété de la maladie, en fait. J'étais dans le flot de l'événement et j'étais dans un état de bonheur. Après, je me suis vraiment voulu pour ça. Je me suis jugée très sévèrement. J'ai d'ailleurs oublié l'événement pendant 35 ans. Oui, j'avais honte de mon attitude joyeuse. Maintenant, avec un regard des 3 principes, je peux me dire, bon, en fait, j'étais dans le feu de l'action. À 3 heures du matin, je devais faire plusieurs choses inhabituelles. J'étais en pyjama, j'ai un souvenir de mon pyjama, j'étais en pyjama blanc avec des cœurs de toutes les couleurs, mais c'est ridicule de se trouver en pleine nuit avec un drame familial très grave, parce que c'est une allergie qui peut être mortelle. Et de me trouver dans un état de recevoir le médecin, écouter ses blagues, c'était vraiment... oui, en tout cas, je me suis beaucoup jugée. Et c'est tellement... De vivre ça, c'est tellement loin de la réalité qu'on peut imaginer et de la comment dire, l'attitude de quelqu'un qui est pour quelqu'un d'autre qui souffre. Oui, c'est vraiment très étrange de pas être rabattu dans un moment aussi grave. Et en même temps, je me dis que c'était aussi quelque part la sagesse qui me guidait. Merci Jennifer. C'est un beau partage de voir que tu étais bien parce que tu étais dans l'instant présent. C'était tellement nouveau, tellement inattendu que tu pouvais être que présente face à cette situation d'urgence et qu'il n'y a que tes pensées a posteriori qui ont voilé ce bonheur qui est toujours là, à part quand il est voilé par nos pensées. Et là, ça va vite avec tous nos conditionnements de se dire est-ce que je l'aime vraiment si en plus je suis joyeuse quand il risque de quelque chose de grave. Et même quand on comprend les 3 principes, il y a ce premier réflexe, comme avec cette personne, où je me suis dit est-ce que je suis bien saine de me sentir si bien avec quelqu'un qui se sent si mal.
on est conditionné et les conditionnements nous rattrapent. Mais quand on explore, et c'est le but de ces rencontres, on voit bien, c'est parce que c'est une réalité, que quand on est dans la pleine présence, on est bien, même dans l'urgence et même quand c'est une question de vie ou de mort. Et c'est pas dépendant des circonstances non plus. Quand je pensais au moment de bonheur, j'ai accompli plein de choses dans ma vie, des expériences assez spéciales. Puis au terme de ces expériences-là, de ces choses-là que peu de monde accomplissent, c'était pas là les moments de bonheur. Peut-être parce que j'étais trop fatiguée rendue là pour bien apprécier, mais c'était plutôt les petites choses qui apportaient les moments de bonheur. Et non ces grandes choses-là. Oui, sur l'instant, youpi. Mais si je regarde les moments de bonheur, c'est plus des petites choses. Mes enfants sont adultes et vivent à l'extérieur. Et s'ils viennent les deux en même temps, puis ils s'entendent bien, puis je les vois s'amuser ensemble, avoir une belle conversation, ben ça m'amène, ça l'amène une plénitude que juste des petites choses. On voit quelque part, bon, j'ai toujours eu des animaux, mais si on voit quelque part, puis l'animal choisit de venir me voir puis de s'asseoir sur moi, c'est toujours aussi un petit moment de bonheur d'être choisi. C'est des petites choses qui si on regarde les gens qui sont milliardaires, ils ont tellement peur de tout perdre que je ne crois pas qu'ils sont si heureux que ça. Or que les gens n'ont rien, sont quand même plus sereins. En tout cas, c'est une perception que j'ai. C'est plus qu'une perception. Si le banque souhaitait aux gens d'avoir une vie très ordinaire, comme Robert Charlebois, et c'est ça, en fait, ces choses extraordinaires, elles ne sont pas dans le chemin du bonheur, c'est loin de la plénitude, les petits plaisirs de la vie, la somme de tous les petits plaisirs de la vie. Ils font ce bonheur-là. Et il y a cet aspect de connexion. Tu parles de connexion avec les animaux. Quand ils viennent te voir, boum, une nouvelle connexion. Mais c'est quoi le bonheur dans la vie? Qu'est-ce qu'il y a d'important dans la vie? Dans la vie, il y a une seule chose d'importante, c'est la connexion à l'autre. Ce qu'on appelle l'amour. C'est comme ça que s'exprime l'intelligence universelle. Hein, c'est de l'amour. Mais il n'y a que ça. Il y avait Madame Trump, la première Madame Trump qui était hyper malheureuse alors qu'elle était super canon, qu'elle avait un building, et plein d'argent, plein d'amis, elle avait un corps de rêve, etc. et elle déprimait complètement. Il y a des exemples, il y en a des milliers. Il y en a des milliers. Et la connexion à l'autre, il n'y a que ça dans la vie. C'est cette connexion à l'autre qui fait la richesse de la vie. Voilà, je voulais rebondir sur toi, Martine. Je m'excuse de t'avoir coupé. Cédric? Ok, pourquoi pas. Oui, bah, je rebondis sur cette histoire bon, de richesse matérielle plutôt que de petites choses. Bon, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a le PDG de Facebook et le PDG de Twitter, bah, et Tesla, etc., Elon Musk, qui veulent se battre dans une cage en lutte.
comme quoi les milliards qu'ils ont tous les deux leur apportent pas la satisfaction dans la vie, il faut croire, parce qu'ils veulent se prouver comme un combat de coq. Mais non, je trouve que c'est très intéressant cette discussion sur les petites choses. Excusez-moi, il y a un petit peu de bruit dehors. Et c'est vrai que à force, moi, ce que je vois quelquefois dans les gens qui expriment leur malheur, justement, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils sont passés à côté du bonheur, que c'est derrière eux, qu'ils n'ont pas pris le bon bus au bon moment pour ça, ils n'ont pas fait un bon choix ou des choses comme ça. Et alors que finalement, bon, voilà, le contact d'un animal, le contact aussi d'un enfant qui vient vers nous, toutes ces choses-là, les petits bonheurs de se promener, d'écouter le chant des oiseaux, d'avoir des odeurs, des effluves dehors, la chaleur qui est sur sa peau, toutes ces choses-là qui peuvent apporter des sensations agréables et qui mènent au bonheur, c'est des choses quand on est justement persuadé qu'on est dans le malheur ou que voilà, les choses sont pas bonnes, etc., on les remarque même pas. C'est ça aussi. Moi, je pense que c'est la clé du bonheur, c'est justement de s'ouvrir beaucoup plus à la vie et à notre environnement, à être présent et ne pas regarder derrière, ne pas regarder devant, vraiment être là. Donc oui, c'était un peu ma sensation par rapport à tout ça. Et justement, ce fait où on a toujours nos pensées qui vont un peu effacer quelquefois ces moments de bonheur. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, rétroactivement, ou plutôt a posteriori, on ne va pas forcément s'en rendre compte où on les a eus et puis on les efface parce que justement, on est trop persuadé d'avoir pas le bonheur alors qu'il est là. Voilà. Ce matin, j'écoutais une vidéo de Sydney Banks et il réitérait ce que Hervé disait. Ben, il réitérait en vidéo, naturellement, ce que Hervé disait. N'écoutez pas mes paroles. C'est pas les mots. C'est avant les mots. En anglais, ils disent, c'est le feeling, c'est le sentiment. Il disait, si vous allez à l'église, n'écoutez pas les mots. Écoutez pour le feeling avant les mots. C'est comme si les mots, c'est pas comme si, c'est les mots sont intellectuels. La conversation qu'on a est spirituelle. Quand je suis arrivée sur l'appel aujourd'hui, j'ai pas été capable de me connecter à vous parce que j'étais totalement dans ma tête. Puis là, vous parliez de l'esprit, puis moi, j'étais dans ma tête. Fait que ça connectait pas. Il n'y avait pas de connexion possible. Je suis tellement contente d'être capable de me connecter, de me recentrer sur cet endroit paisible où la vie est. La vie est. C'est pas la vie est parce que la vie est. Et ça me fait sourire instantanément quand je suis là. Et
plus j'avance dans la conversation, plus je continue à en parler, plus le petit drapeau rouge embarque. Quand je suis pas à cet endroit-là, je suis comme, OK, le petit drapeau, il est comme, OK, t'es pas où tu veux être, Jasmine, t'es pas où ce que tu es à ton meilleur. Puis là, je ralentis. Et dans ce cas-ci, je vous écoute et je vous remercie de m'avoir permis d'être là. En t'écoutant parler, Jasmine, je me rends compte que des fois, j'essaie de le forcer, le bonheur, d'un sens. Ou d'essayer de me connecter à ce bonheur. Bon, je fais des exercices de respiration de Wim Hof, là, faut sortir. Moi, je fais en 2 et 3 minutes, là, selon, là, quelques fois par jour. Retenir sa respiration. Puis pour que ça paraisse plus. Pour pas passer au. Oh mon Dieu, il faut que je tiens mon souffle pendant 3 minutes. J'essaie de me connecter au bonheur pour que ça aille plus vite. Il faut faire ça comme 3 fois de suite, 3 à 4 fois de suite. Alors, fait que des fois, OK, j'essaie de me connecter au bonheur pour que ça aille plus vite. J'essaie de le forcer. Bon, ça ne fonctionne pas toujours, mais c'est un non-sens en même temps. Là, je pourrais juste être présente à ce moment-là. J'aime que tu aies amené le non-sens parce que j'en ai eu un non-sens ce matin qui m'a... J'ai eu cet éveil-là. Fait que je suis en chicane avec mon père. Mais c'est lui qui est en chicane avec moi, puis il me parle plus, il m'appelle plus. Puis, quand je suis dans l'espace de la vie est, je suis comme, OK, il a la sagesse lui aussi. C'est présent pour lui. Fait que je peux rien faire pour lui. Tout ce que je peux faire, c'est quelque chose pour moi, tu sais. Puis je me suis attrapée en train de... Parce que l'image pour moi qui est là, c'est que là, je suis pas une bonne fille. Là, je suis pas bonne, tu sais, comme fille. Fait que là, je suis dans ma tête en train de regarder, non, mais je suis fine, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tu sais, je suis partie dans mon intellect pour aller vérifier à quel point j'étais bonne. Puis là, j'ai réalisé qu'en faisant ça, je voyais aussi tous les endroits où je qualifiais que je n'étais pas bonne. J'allais essayer de chercher une réponse en haut là. Elle n'existe pas. C'est un non-sens. C'est tout créé en haut là. Tu sais, fait que je peux le créer bon ou je peux le créer mauvais. Puis dans ma tête, pour moi, si quelque chose est bon, il y a quelque chose de mauvais. Tu sais, c'est comme, en anglais, ils disent, c'est une crêpe. Il y a 2 côtés. Sur la crêpe, d'un côté c'est mauvais, de l'autre côté c'est bon, tu sais. Fait que, mais c'est intellectuel. Et c'est pas là. Tu sais, c'est pas là que la vie est. C'est un non-sens de regarder là. La seconde que je suis en train de... Puis comme je vous le conte, ça me fait réaliser que j'avais saisi quelque chose avec Michael. Michael avait partagé ça. Qu'il avait vu à quel point il avait créé un monstre. Tu sais, Michael, il présume, là, tu sais, comment des fois on se crée des monstres pour se faire peur. Puis là, après ça, on crée le héros qui va tuer le monstre. Fait que là, je créais le monstre que j'étais pas une bonne fille. Puis là, j'allais chercher le héros qui allait me dire que je l'étais. Fait que tu sais, c'était comme, je suis tout le temps en train de balancer la patente, tu sais. Tu me fais penser à l'expression rabat-joie. Je crois que nous sommes capables d'être rabat-joie avec nous-mêmes.
Oui, définitivement. Oui, une question de position aussi. Un des trucs que, quand on explorait l'amour de soi, on peut venir d'une position d'amour ou on peut venir d'une position de jugement. Ah, tu es bonne, tu n'es pas bonne, etc. Tout ça, c'est du jugement. Quand il y a du jugement, il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus cette sagesse naturelle qui s'exprime. Donc, et c'est un obstacle, en fait, vers le bonheur. Et quand on part de cet espace d'amour, ça transforme tout. Tu peux pas avoir du jugement et de l'amour en même temps. C'est incompatible, ces deux choses. Donc, se rendre compte qu'on est dans le jugement, même d'aller découvrir ce qui est bon et ce qui est pas bon, ça te permet pas de partir vers l'amour. Tu vois, tu touches l'amour, tu pars de cette position et là, ça transforme tout. Ouais. Quand tu viens de l'amour, tu crées de l'amour. En plus, tu gagnes deux fois. Si tu le gagnes parce que tu le donnes et tu le gagnes parce que tu ressens. Quand tu donnes quelque chose, tu le ressens aussi. Donc, tu as la double. Tu gagnes deux fois, tu vois, à chaque fois que tu viens de cette position-là. Je voulais juste reprendre l'image d'Hervé et de Jasmine. Quand on a de l'amour, on donne de l'amour. Et l'image que j'ai eue, c'est la lumière. En fait, quand on est la lumière, on ne peut pas faire de l'ombre. Et ça m'est venu comme une évidence du côté tellement ordinaire du bonheur. C'est justement parce que c'est le dénominateur commun de tous les êtres humains dans notre humanité. Donc, c'est pas en se dépassant, en essayant de faire en sorte d'être quelqu'un de tellement particulier qu'on va être heureux, mais justement en retombant dans l'ordinaire de notre condition humaine, que là, on est la lumière et qu'on ne peut pas faire de l'ombre, ni à nous, ni aux autres. Et on ressent tous le feeling. En fait, c'est l'âme des trois principes, cette sensation, ce que dit Jasmine. On est tous après ça. On est tous après ça et de voir que c'est là, que c'est toujours accessible, quelles que soient les circonstances, qu'il suffit de redevenir ordinaire dans le moment présent. Pour moi, c'est cultiver l'émerveillement dans le moment présent, et cet émerveillement, il est sur des toutes petites choses, comme avec nos yeux d'enfant. C'est cette émotion, se rappeler que c'est pas intellectuel, à chaque fois qu'on part là-bas, c'est pas là-bas que ça va se passer.
Là-bas, c'est là où on construit toutes les conditions du bonheur. Tous les je serai heureux quand, toutes les checklists, les 7 travaux d'Hercule, il y en a 7 ou il y en a 12, les 7 doigts de la main. Et ironiquement, c'est quand on fait les choses ordinaires qu'on se fait dire qu'on est extraordinaire. Il y a quelque chose qui m'a passé par l'idée. Isabelle, tout à l'heure, indiquait, bon, il n'y a pas personne qui ne veut pas être heureux. Mais j'ai rencontré des gens dans ma vie qui avaient peur d'être heureux. Il y avait une peur à être heureux. Je peux juste te demander, de préciser, parce que j'ai rencontré des gens qui, comme tu le dis, disent « moi j'ai peur d'être heureux », mais quand après on a creusé, en fait, pour eux, cet état de malheur, entre guillemets, c'était un état de vigilance. Donc, ils n'étaient pas heureux, mais ça leur évitait le pire. Et pour eux, être heureux, c'était vouloir jouer au bisounours, faire la politique de l'autruche et se raconter que ça pourrait être mieux. Et c'était ça qui était encore le plus dangereux. Donc, c'était pas, enfin, dans les questions que moi j'ai posées, c'était pas qu'ils avaient peur d'être heureux, c'était que le bonheur leur apparaissait comme dangereux. Il y avait un peu de vigilance, effectivement, mais plus dans si je reçois des fleurs, le pot va arriver avec. Le bonheur va être de courte durée et quelque chose de mal va arriver. Et étant donné qu'il y avait cette croyance-là, mais naturellement, leur vie reflétait très, très bien. Mais oui, il y avait une vigilance parce que, oh, là, je suis heureux, mais oh, mais qu'est-ce qui va se passer là? Fait qu'il y avait vraiment une certaine vigilance. Il y a la peur de l'inconnu aussi là-dedans, derrière. Le malheur, quand on le connaît, c'est connu. On sait exactement quel est notre petit malheur. Le bonheur, c'est inconnu. Il y a des risques derrière. Ben, il y a aussi la voyance, tu sais. Je reçois des fleurs, c'est sûr que je vais recevoir les pots. Le pot, ça, c'est de la voyance, tu sais. On a déjà atteint notre heure, on a même dépassé. On aurait pu mettre la petite musique de Christophe, là. Il est où le bonheur pour terminer? Ouais. Ah oui. Mais je voulais vous laisser savoir que c'était le dernier, pas avant, on va revenir seulement en août. On va prendre le mois de juillet pour faire un petit peu de planification. Et puis après ça, on va vous revenir. Le prochain, c'est le 10 août, puis ça sera l'écoute profonde que nous allons regarder. On est en train de regarder, d'essayer de revoir Robin Sharba avec nous et Marina Galland. J'ai aussi parlé avec Marina qui a dit que ça lui tenterait de venir nous voir. Donc, c'était la petite annonce.